L'expression pays baltes désigne les territoires situés sur la côte est de la mer Baltique, incluant la Lettonie, la Lituanie et l'Estonie, bien que cette dernière soit un pays nordique de culture et de langue. Si tous les gars du monde devenaient de bons copains et marchaient la main dans la main, le bonheur serait pour demain. Ces pays ont en commun plusieurs caractéristiques, telles que les festivals de chants folkloriques et particulièrement une histoire récente commune. Le 23 août 1989, pour commémorer le pacte germano-soviétique qui a annexé 50 ans plus tôt leur pays à l'URSS, les Baltes forment, sur 650 km, une chaîne de personnes qui se tiennent par la main, reliant ainsi les capitales des trois pays baltes. La voie balte séparait symboliquement les pays baltes de l'Union soviétique et affirmait la volonté d'indépendance nationale de ces peuples. Moscou reconnaît leur indépendance le 4 septembre 1991, 3 mois avant que ne disparaisse l'Union soviétique. Et marcher la main dans la main, le bonheur serait pour demain. L'Estonie, qui a la taille de la Suisse, est le plus petit des trois pays, autant par sa taille que par sa population. Mais c'est également le pays le plus riche. La Lettonie est moins peuplée que la Lituanie et elle est moins riche que sa voisine du sud. La Lituanie est le plus grand État balte, autant par sa population que par sa taille, et son PIB par personne est similaire à celui de la Pologne ou du Portugal. En comparant les capitales baltes, on voit que Vilnius est la plus peuplée et que Tallinn l'est le moins. En revanche, Vilnius, à majorité catholique, a une population russe relativement faible comparée à Tallinn et à Riga, qui sont par ailleurs luthériennes et orthodoxes. L'usage veut que l'on aille plutôt voir du baroque à Vilnius, de l'art nouveau à Riga et de l'architecture médiévale dans la vieille ville de Tallinn. Toutefois, ces étiquettes ne résument pas du tout l'élégance architecturale de ces trois villes, comme nous allons le voir. Au bord de la mer Baltique, Tallinn est la capitale et le centre culturel de l'Estonie. C'est l'une des villes médiévales les mieux conservées d'Europe. Elle a gardé une vieille ville pavée entourée de remparts, de toits pentus qui hérissent le paysage. Tallinn arbore un patrimoine exceptionnel et magnifiquement restauré. La cathédrale Alexandre Nevski est la cathédrale orthodoxe de Tallinn. Elle a été construite entre 1895 et 1900 dans le cadre de la politique de russification forcée de l'Estonie. L'intérieur, qui peut contenir jusqu'à 1500 fidèles, est décoré d'une iconostase en marbre, de vitraux et d'un grand nombre d'icônes. L'extérieur est d'un aspect de style moscovite. À l'origine catholique,
La cathédrale Sainte-Marie de Tallinn est devenue luthérienne en 1561. C'est la plus ancienne église de Tallinn. L'hôtel de ville de Tallinn, de style gothique, a été construit dans les années 1402 à 1404. Le beffroi est orné d'une girouette, devenue le symbole de Tallinn, représentant un guerrier avec un drapeau. Les habitants l'ont surnommé le Vieux Thomas. La plus grande partie du premier étage est occupée par la salle des magistrats, qui servait également de salle de justice. Des tapisseries flamandes du XVIe siècle ornent cette salle. Du grenier à l'impressionnante poutraison, on a une vue magnifique sur la place de l'hôtel de ville. La prison la plus redoutée a fonctionné dans le sous-sol du bâtiment numéro 59 de la rue Pic pendant l'occupation soviétique. Dans ce bâtiment, le KGB a battu et torturé des hommes politiques, des fonctionnaires, des intellectuels et des gens ordinaires jusqu'à la fin des années 80. La rue Pic est la plus longue de Tallinn et maintenant une artère très fréquentée par de nombreux touristes. Le Riigikogu, ou Parlement estonien, siège dans le château de Toompea, à la façade rose bonbon. Le Parlement est composé de 101 sièges repourvus tous les 4 ans. L'architecture historique de Tallinn se trouve dans la vieille ville, qui se partage entre la ville basse et la colline de Toompea. L'ensemble très animé est encore entouré de murailles. Tallinn, comme Riga ou Vilnius, accueille tous les 5 ans un festival national de chant choral. Fondé en 1869 avec 879 chanteurs, la 150e édition de 2019 rassemble 35 000 chanteurs et 10 000 danseurs. Le musée Uabamu, ou musée des occupations et de la liberté, présente l'histoire de l'Estonie pendant et après les occupations soviétiques et nazies jusqu'à l'ère de la restauration de l'indépendance. Fondé en 1947 à l'époque soviétique, le marché central de Tallinn abritait alors la Maison de la Culture.
Privatisé au milieu des années 90, ce marché couvert réunit une partie alimentaire et une partie avec des vêtements ainsi que des antiquaires. Le musée Kumu, la contraction de Kunstimuseum, c'est le nouveau musée d'art de Tallinn qui a ouvert en 2006. Il regroupe dans un même lieu des collections d'art estonien de la fin du XVIIIe siècle jusqu'à nos jours. Situé à côté de la résidence du président de l'Estonie, le château de Kadriorg fut édifié par Pierre le Grand comme résidence d'été. Le château est aujourd'hui un musée où l'on peut admirer nombre de tableaux de maîtres et l'ancien appartement de Pierre le Grand. Construite comme forteresse marine en 1840 par le tsar Nicolas I, Patareï est devenue une prison en 1920 et c'est en 2005 que le dernier prisonnier a quitté l'institution. La prison de Patareï est chère aux Estoniens car elle symbolise la résistance sous les régimes soviétiques et nazis. Le nouveau musée maritime estonien est inauguré en 2012 dans les anciens hangars d'hydravion
et abrite, entre autres, le sous-marin Lembit, la fierté de la marine estonienne. Le Lembit est un des rares sous-marins encore à flot datant d'avant la Deuxième Guerre mondiale. Underwater, a submarine can still see what is going on above the surface by means of a long periscope. The Limbit had two periscopes, one for the commander and the other for anti-aircraft observation. This one surviving here is the commander's periscope. While the torpedo room in the bow accommodated as many as 16 enlisted men, the crew slept in shifts, as normal on vessels. L'église du Saint-Esprit fut érigée en 1300 pour les pauvres et les malades. On y remarque un crucifix gothique et une chaire Renaissance et surtout un magnifique autel abritant un retable de 1483. La Rai Apteek est la plus ancienne pharmacie d'Europe. Elle date de 1415. Aujourd'hui, elle vend des médicaments plus modernes, mais au Moyen Âge, les patients pouvaient acheter du jus de momie, de la poudre brûlée de hérisson, des abeilles grillées, de la poudre de chauve-souris, etc. Quittons maintenant la plus petite des capitales baltes pour nous rendre à Riga. Riga, la capitale lettonne située sur la mer Baltique à l'embouchure de la Daugava, fut fondée en 1201 par Albert de Buxhoeveden. La ville est également réputée pour son architecture Art Nouveau et sa vieille ville médiévale uniquement accessible aux piétons. Les Trois Frères sont des maisons construites entre le 15e et le 17e siècle. Elles sont situées au 17, 19 et 21 rue Mazapils. La plus ancienne, au 17, à droite, possède des caractéristiques de la Renaissance néerlandaise. Au 19, elle est décorée dans le style maniérisme, alors qu'au 21, elle a un pignon baroque. Au numéro 11 de Torna s'ouvre la porte suédoise, la dernière des 25 portes de la ville datant de 1698. C'est par ici, dit-on, que le roi de Suède entra pour la première fois dans Riga. Le musée de la guerre résume sur 4 étages, par une muséographie un peu désuète, l'histoire militaire et politique de la Lettonie du XXe siècle.
Le monument de la liberté, un des plus hauts d'Europe, est un mémorial érigé en l'honneur des soldats morts au combat durant la guerre d'indépendance lettonne entre 1918 et 1920. Il est affectueusement appelé Milda par les habitants de la ville. Les barques qui voguent sur le canal Pilsetta et vont jusqu'au port de Riga sur la Daugava permettent de visiter la ville de manière originale. The tour will last 1 hour, and if you wish to get to know more about our city, please make yourself comfortable and listen to the story of Riga. Le festival de chant et de danse qui a lieu tous les 5 ans à Riga est l'événement culturel le plus important qui unit les Lettons du monde entier. Depuis le premier festival de 1873, avec 1000 chanteurs, il est devenu 150 ans après un puissant mouvement car ce 27e festival national réunit 40 000 participants en 2023. Du bar de l'hôtel Radisson Blu, on a une vue imprenable sur la capitale lettonne. La cathédrale orthodoxe de la Nativité a été érigée dans le style néo-byzantin entre 1876 et 1883, alors que la Lettonie faisait partie de l'Empire russe. Cette église est renommée pour son iconographie. La tradition des festivals de chant et de danse a joué un rôle important dans la formation de l'identité nationale lettonne. Cela a été reconnu en 2003 car ce festival a été inscrit sur la liste de l'UNESCO des chefs-d'œuvre du patrimoine oral et immatériel de l'humanité.
roubada fui eu deles. Situé au bord de la Daugava, le château de Riga est une forteresse qui date de 1330. Lorsque nous arrivons, une fanfare militaire répète un air. L'austère cathédrale de Riga date du Moyen Âge. Depuis sa construction, elle a connu de multiples modifications au cours de son histoire. Les rares vitraux datent du début du XXe siècle. L'église est célèbre pour son orgue de 6768 tuyaux en bois et métal, fabriqué en 1883 en Allemagne. Consacrée à la Sainte Vierge, cette église luthérienne fait partie intégrante d'un cloître formant une cour intérieure. Mais quelle belle surprise que de découvrir la pratique du tricot en Lettonie. La tradition des mitaines, des gants avec des motifs et des constructions vraiment particulières est encore très vivace. La maison des Têtes Noires se trouve sur la place de l'Hôtel de Ville. Ce joyau médiéval fut la propriété des marchands célibataires de la Ligue hanséatique. Leur corporation avait choisi pour patron Saint Maurice, qui, d'après ses origines maures, est traditionnellement représenté sous les traits d'un Africain noir. Le marché central de Riga est l'un des plus grands marchés d'Europe, à un endroit des plus originaux. D'anciens hangars à zeppelin de 72 000 m² ont été convertis en un marché accueillant pas moins de 3000 stands de denrées alimentaires, de produits de la vie quotidienne et de vêtements. Une ville dans la ville.
Le ventre de Riga est à la fois un voyage historique, architectural, social et gastronomique. L'héritage soviétique le plus visible à Riga est le gratte-ciel de Staline, l'immeuble de l'Académie lettonne des sciences qui jouxte une petite église orthodoxe. L'église de Saint-Pierre est luthérienne depuis la Réforme de 1523. L'édifice de pierre a été construit au XIIIe siècle et mentionné pour la première fois en 1209 comme église des marchands. Depuis plusieurs milliers d'années, l'ambre de la Baltique, cette pierre de soleil, a servi de parure et de monnaie d'échange. Utilisée comme décoration, elle a souvent accompagné les morts dans leurs tombes. Un riche commerçant, n'ayant pas été admis à la Grande Guilde, a mis sur le toit de son immeuble 2 statues de chats en cuivre dont les queues étaient tournées vers le bâtiment de la Grande Guilde, exprimant ainsi son mépris envers cette institution. Durant le festival de chant et de danse, il est usuel de tomber sur des mini-concerts spontanés. Le musée de l'occupation jouxte la maison des Têtes Noires. Comme à Tallinn, ce musée relate l'histoire de l'occupation entre 1940 et 1991. La première partie traite de l'occupation de la Lettonie par l'armée rouge, consécutive au pacte germano-soviétique de non-agression conclu entre Hitler et Staline. Ici également, la voie balte du 23 août 1989 est mise en évidence, évoquant cette chaîne humaine de Vilnius à Tallinn, passant par Riga.
Les emplacements de la fête sont très nombreux. Ici, dans un jardin jouxtant une église orthodoxe où se célèbre un baptême. L'endroit le plus redouté de la Lettonie à l'époque soviétique était le siège de la police politique, le KGB, installé dans un imposant bâtiment Art Nouveau construit en 1912 et devenu le QG du KGB dans les années 1940. Alberta Jela, la rue Albert, nommée ainsi en mémoire d'Albert de Buxhoeveden, fondateur de la ville, est connue pour ses immeubles Art Nouveau. L'Art Nouveau est un style d'architecture, d'art appliqué, populaire entre 1890 et 1910. L'architecte le plus connu de cette époque est Michael Eisenstein, le père du célèbre cinéaste, réalisateur du Cuirassier Potemkin et d'Ivan le Terrible. Au bout de la rue Albert, le musée Art Nouveau est situé dans l'appartement où vécut autrefois l'architecte letton Konstantin Peksens. Non, laisse. Le musée présente le mobilier typique d'un appartement de Riga du début du XXe siècle. Sur la place de la cathédrale, des écrans géants retransmettent le concert de clôture du 27e Festival national de chant et de danse. Quittons maintenant Riga pour aller découvrir Vilnius. Vilnius est une capitale qui brasse les influences de ses occupants successifs, polonais, allemands, russes. Elle est ce qui reste d'un empire perdu, le Grand-Duché de Lituanie, le principal concurrent de Moscou au XIVe et XVe siècle. Si son riche patrimoine baroque, Renaissance et classique illustre la richesse historique de son passé, Vilnius est aussi une ville dynamique et créative. L'attitude de Vilnius vis-à-vis de ses voisins russes et biélorusses est bien illustrée par l'exposition de l'artiste biélorusse Vladimir Czeßler, proposée sur la place de l'Hôtel de Ville.
Jouxtant la place de l'Hôtel de Ville, allons visiter l'église orthodoxe de Saint-Nicolas, au moment où de rares fidèles assistent au complies. Святых отцей Христин Вселенских соборов и уже памятку не совершай, святых и праведных богатей церкви и амнезии святых, помилуй и спаси от нас святого и человека любви. Le marché aux Halles de Vilnius, qui date de 1906, est très petit comparé à ceux de Tallinn ou de Riga. Le chevalier blanc, entouré de 2 griffons, est le symbole de la Lituanie. Il orne le fronton de la porte de l'Aurore, qui date de 1503 et qui contrôlait la route de Minsk. Ce dimanche, il y a messe dans l'église catholique de Sainte-Thérèse. Consacrée au milieu du XVIIe siècle à Sainte Thérèse d'Avila, elle présente un somptueux décor rococo, rose et or. Nei pjaustyto, nei barbaro, nei skito, nei darbo, nei laisvojo. 50 mètres plus bas se trouve l'église du Saint-Esprit. C'est la seule église orthodoxe de style baroque. Et de quel baroque! Il explose de stucs et de tableaux dans une polychromie de rose, de bleu, de vert et d'or. Située sur la place des Grands-Ducs, la cathédrale, le cœur de la vie spirituelle en Lituanie, est consacrée aux saints Stanislas et Ladislas. La façade principale est ornée des sculptures des 4 évangélistes, Jean, Luc, Marc et Matthieu. Parmi les 11 chapelles, la plus belle est dédiée à Saint Casimir, qui contient le sarcophage d'argent du roi Casimir. C'est un lieu de pèlerinage réputé dans tout le pays. L'impressionnant musée de l'Holocauste
est célèbre pour son témoignage de la Shoah en Lituanie et de l'implication massive de la population locale dans les assassinats. And in this house was created Lithuanian Illegal Party. In 1918, Soviet time, he was museum, Communist Party museum. But when Lithuania got independent, museum was closed and house was empty. And when Jewish look around where we can create Jewish museum. La tour et le château construits en 1323 par le grand-duc Gediminas furent très souvent attaqués par les chevaliers teutoniques, mais jamais pris. Ce sont les troupes du tsar qui détruisirent le château en 1655, mais grâce à la technologie informatique, on peut se représenter la splendeur de ce château au XIVe siècle. Per amžių statėme savo valstybę garbės vedini, išmokom būt savimi, su vyčiu grūdinom dvasios stiprybę, drįsom žaist mirtimi, mes nenugalimi. Atstatėme valstybę, rodos trūksta tiek nedaug. Tai už ką kovojom, garbingo žmogaus. Atsimerkime, atradę orumą, sugrąžinkime tėvynei karūną, susiburkime, kas Lietuva. La résidence des grands-ducs de Lituanie, reconstruite à partir de 1998, abrite le musée national qui retrace le riche passé du Grand-Duché de Lituanie. Du dernier étage de ce musée, on a une belle vue sur la ville. L'église Sainte-Anne, le monument le plus significatif du gothique flamboyant de Lituanie, date de la fin du XVe siècle. Il est dit que Napoléon, séduit par l'église, avait voulu l'emmener à Paris. Les franciscains qui arrivent en 1469 de Cracovie sont issus d'une branche réformée par saint Bernardin. L'église, qui date de 1490, se trouve derrière l'église Sainte-Anne et est consacrée à saint François d'Assise. L'église Saint-Pierre et Saint-Paul fut érigée en 1668 pour fêter la libération de Vilnius de l'occupation russe.
décor d'un baroque exubérant, constitué de plus de 2000 statues de stuc blanc, représente des scènes religieuses ou de guerre, des saints, des allégories, des légendes, etc. Sous l'autel se cache une crypte qui abrite d'anciens habits liturgiques. La République d'Oujoupès. Ce quartier est connu pour ses artistes et son style de vie bohème. Il est parfois comparé au Montmartre de Paris ou à la Christiania de Copenhague. Mais pourquoi utiliser le terme de République? Le 1er avril 1997, les nombreux artistes installés au quartier d'Oujoupès ont proclamé leur indépendance. Depuis, la République célèbre sa fête nationale chaque 1er avril. La Constitution d'Oujoupès, élaborée par 2 poètes lituaniens, comporte 41 recommandations dont certaines sont cocasses, comme par exemple « L'homme a le droit de mourir, mais ce n'est pas un devoir. L'homme a le droit de commettre des erreurs. L'homme a le droit de pleurer. L'homme a le droit d'être malheureux. L'homme a le droit de prendre soin du chien jusqu'à ce que la mort les sépare. Le chien a le droit d'être chien. » Oujoupès est un petit quartier de 60 hectares. Sur ses 7000 habitants, 1000 sont des artistes et il est séparé de la vieille ville de Vilnius par la rivière Vilnia. À Vilnius, le musée du KGB, rebaptisé Musée des occupations et des combats pour la liberté, est beaucoup plus important qu'à Tallinn et Riga. L'imposant bâtiment de 3 étages fut successivement utilisé par l'Empire allemand, l'armée lituanienne, la Gestapo et le KGB. La prison, conservée telle quelle depuis le départ du KGB en 1991, se trouve au sous-sol. Les expositions sont présentées directement dans les cellules et évoquent les interrogatoires, la torture et l'isolement subis par les combattants de la liberté. Plus de 1000 personnes ont été exécutées ici. Deo
Le deuxième étage retrace l'histoire de la déportation vers les goulags soviétiques et dénonce les responsables civils et militaires de ces exactions. Quelle émotion ce 7 octobre 1988, quand malgré les soviétiques, le drapeau lituanien flotte sur la tour de Gediminas. Après cette dernière visite pleine d'émotions, nous quittons les pays baltes par le très soviétique aéroport de Vilnius qui date de 1954.